Bonjour à tous, merci à ceux qui ont fait le déplacement. Alors on a convoqué cette conférence de presse parce que notre groupe parlementaire, la France Insoumise, a déposé une demande de résolution visant à lutter contre les groupuscules d'extrême droite qui se manifestent de plus en plus à visage découvert ces derniers mois. Et donc on souhaiterait évidemment la dissolution de ces groupes, de ces groupuscules plutôt, et une commission d'enquête. Alors on est parti du constat en fait que les gens ne se rendaient pas vraiment compte que depuis plusieurs mois, ça a commencé déjà en décembre 2017, il y avait une accélération, une multiplication, et ça a un lien au niveau de la temporalité, des actions des groupuscules d'extrême droite. Donc ils s'attaquent à qui? Ils s'attaquent, comme on va le voir, aux associations, aux jeunes, aux militants, aux élus. Alors derrière les élus, ce n'est pas nos petites personnes, hein. Derrière les élus, c'est les valeurs de la République, hein, tout simplement, qui sont attaquées. Donc tout simplement, ils sont en train de tester le gouvernement. Ils sont constitués en association. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont pignon sur rue, et ça veut dire aussi qu'ils reçoivent des financements. Par exemple, la Ligue du Midi dans l'Hérault est financée en partie par le département de l'Hérault. Alors la Ligue du Midi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la famille Roudier, hein, c'est comme un peu les Le Pen, qui ont des accointances à la fois avec Génération Identitaire, le GUD, dont certains sont issus, et qui se livrent à des exactions assez régulières, extrêmement violentes. Donc on va reprendre un peu l'historique des faits, pas pour vous assommer avec un catalogue, mais pour que vous preniez bien conscience de la multiplication et de l'organisation, parce que derrière, ce n'est pas quelque chose de complètement incohérent, c'est une stratégie politique d'utilisation de la violence, et s'ils sortent du bois maintenant, c'est parce qu'ils sont en train de nous tester, parce qu'ils sentent quoi? Ils sentent que la démocratie est en perte de vitesse, ils sentent qu'il y a un rejet extrêmement fort qui monte, on le sent depuis plusieurs années dans la population, contre les institutions, contre les élus, une soif d'ordre aussi. Alors en décembre 2017 et jusqu'à fin mars 2018, ce sont les militants du GUD qui ont testé un petit peu des implantations de ce qu'ils appellent des lieux de vie, qui sont en général des bars, dans plusieurs villes, à Strasbourg, à Lyon, à Chambéry, à Marseille. Ça s'appelle le Bastion social, ça a toujours le même nom. Et ce sont des lieux dans lesquels ils propagent leurs idées racistes et homophobes. Le 30 juin, à Montpellier, il s'est passé quelque chose d'assez inédit. C'est une association, l'association RAI, ça s'écrit R-A-I-H, mais ça se prononce RAI, qui s'occupe des mineurs isolés. Et les militants de la Ligue du Midi ont envahi les locaux de l'association, les ont saccagés, et ils se sont filmés, ce qui montre aussi que derrière, c'est bien une action politique réfléchie, revendiquée. Et ils ont mis leurs vidéos sur la presse raciste locale, sur leur site et sur les réseaux sociaux. Alors ils ont évidemment baptisé cette action « On est passé chez les collabos ». Les collabos, c'est qui? C'est ceux qui s'occupent d'aider les jeunes migrants. Avec des slogans « assez des réfugiés »,« pas de subventions pour financer l'invasion » ou encore le classique « La France aux Français ». Donc, suite à ces événements, j'avais demandé, moi, une première fois la dissolution de la Ligue du Midi, via une question écrite au gouvernement. Il m'a été répondu que c'était le président qui pouvait décider de ça, donc j'ai écrit au président, qui m'a répondu qu'il se souciait évidemment que les idées de haine ne soient pas propagées et qui confiait le dossier au ministre de l'Intérieur. Donc je suis en lien avec Gérard Collomb et on verra la suite qui est donnée. Pourquoi on a fait cette résolution? Parce qu'on multiplie, on pose des actes, on multiplie et on les rend publics pour forcer aussi l'État et les gens à nous répondre. Le 22 avril, ce n'est pas les associations qui ont été visées, c'est pire, c'est l'État, c'est la République. Dans les Hautes-Alpes, Génération Identitaire a organisé une mission qu'ils ont appelée « Défendre l'Europe ». En quoi ça consistait en réalité? C'était le blocage des frontières et la chasse aux migrants. Avec beaucoup de moyens, ça a été médiatisé, c'était très organisé au niveau européen, il y avait 2 hélicoptères. Et parmi ces militants, il y avait 2 militants autrichiens, et puis une Canadienne aussi, dont l'entrée sur le territoire du Royaume-Uni venait d'être interdite pour incitation à la haine raciale. La fonction régalienne du maintien de l'ordre, d'assurer aussi la sécurité des citoyens et des frontières, à l'heure actuelle en France, elle n'est pas confiée à l'extrême droite et aux fascistes, c'est une fonction régalienne qui appartient à l'État. Et il ne s'est rien passé. Après ces événements, il ne s'est rien passé. Maintenant, on va basculer sur la mobilisation étudiante, parce que c'est symbolique.
On a vu des années en arrière aussi des affrontements très violents entre des groupuscules d'extrême droite et des étudiants. Alors le 16 mars à Paris, le GUD, toujours, armé de barres de fer, s'est introduit dans le lycée autogéré de Paris en faisant des saluts nazis, en proférant des insultes homophobes, et 2 élèves ont été blessés. Le 26 mars, à Lille, Génération Identitaire a violemment agressé des étudiants en marge d'une AG. Le 29 mars, à Strasbourg, donc vous voyez, on a Strasbourg, Paris, Lille, on verra qu'on a aussi Montpellier, il y a l'Est aussi, ça touche absolument tout le territoire. Donc à Lille, Génération Identitaire a agressé des étudiants. Le 29 mars, à Strasbourg, le Bastion social, dont on parlait tout à l'heure, a envoyé quelques-uns de ses membres pour tabasser des étudiants qui étaient sur le campus universitaire. À Paris, le 6 avril, des militants d'extrême droite, armés toujours de barres de fer et qui portaient des casques, c'est rare qu'ils soient à visage découvert, ils ne sont pas très courageux, ont essayé d'entrer dans l'université de Tolbiac. Heureusement, ils n'y sont pas arrivés, parce que leur but avéré était de passer à tabac les jeunes qui étaient à l'intérieur. Le 10 mai, toujours à Paris, au centre de Malherbe, sont des étudiants qui ont été agressés par une vingtaine de personnes. Maintenant, on va finir par un petit cas d'école, c'est la fac de droit à Montpellier. Pourquoi je dis que c'est un cas d'école ? Parce que ça montre la pénétration de ces idées d'extrême droite et l'acceptation aussi de la violence dans toutes les couches de la société. Parce que ça a impliqué des professeurs, des membres du personnel et des étudiants. Donc le 22 mars, à Montpellier, un commando extrémiste s'est introduit dans la fac de droit et a évacué extrêmement violemment. Alors ils étaient cagoulés, ils avaient des barres de fer, l'un d'entre eux avait un taser, sur une des vidéos on le reconnaît, et ils ont tabassé les étudiants. Comment ils ont pu entrer ? Ils ont pu entrer parce que, alors plusieurs vidéos le montrent, et le rapport qui a été rendu public il y a quelques jours, qui a fuité, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, établit que le doyen et au moins un professeur, le colonel de Boissezon, étaient présents, sont allés ouvrir, le doyen est allé ouvrir, a donné l'ordre d'ouvrir la grille du portail. Derrière, il y avait le commando cagoulé. Donc ils sont rentrés et ils ont tabassé les étudiants. Ça, c'est un fait établi. À l'heure actuelle, il y a une enquête judiciaire et ces 2 personnes, donc le doyen et le professeur, qui jusque-là avaient été suspendus, vont faire l'objet de mesures disciplinaires. Ces événements, ça a été un choc profond pour Montpellier, qui n'est pas une ville où le Front National est en force, ils sont à peu près à 7-8% toujours. Moi, j'ai été alertée le lendemain, le 23 mars, à 6h du matin, par des SMS affolés, par des vidéos. Donc je me suis rendue sur place. Et j'ai pu constater vraiment l'émotion, parce qu'il y avait des profs, il y avait des doctorants, il y avait des parents qui soutenaient les étudiants. Et à la base, la mobilisation était contre la loi Vidal. Et là, vraiment, la revendication, c'était on veut la justice. Voilà, on veut la justice. Et les jours suivants, il y a eu plusieurs rassemblements devant la fac de droit. Et la Ligue du Midi était présente avec des militants qui sont identifiés, qui sont connus de tous. Et non seulement ils étaient présents, il y avait aussi des forces de police qui les ont laissés, qui les ont laissés tranquilles, mais ils venaient devant les gens, ils venaient devant les étudiants, ils sont venus devant moi, ils nous filmaient, et ils provoquaient un peu en disant « Attention, on sait qui vous êtes, on sait où vous trouvez ». Alors sur moi, ça n'a pas un gros effet, sur des jeunes de 20 ans et sur des parents, ça peut déstabiliser, on le comprend. Je dirais que ces événements mettent en exergue la stratégie politique de l'utilisation de la violence de l'extrême droite et manifestement, là où ils ont réussi, c'est-à-dire ils ont réussi à propager ces idées d'extrême droite et ça choque plus grand monde. Ils frappent à dessein, ils n'épargnent personne, il y a les migrants, les jeunes, les homosexuels, les militants associatifs, les syndicalistes et les élus. En réalité, c'est toute la société qui est visée. Ils surfent sur quoi ? Ils surfent, on l'a dit, sur le rejet des institutions et sur la colère froide des gens. On sent que les gens sont perdus, il y a une énorme colère. Et comme on raconte aux gens depuis des années que la politique, c'est des menteurs, c'est des gens qui profitent et qui s'en mettent plein les fouilles, ils ne se tournent pas toujours vers la réflexion, vers l'engagement et le fait de vouloir changer la société. Et ils peuvent se laisser accaparer comme ça et attraper par ces idées dégueulasses. Alors aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ils ont peut-être raison de le faire pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'il y a quand même des gens qui résistent, parce qu'il ne se passe rien. Ils se sont attaqués à des élus, ils se sont attaqués à des syndicalistes, il ne s'est rien passé. Ils ont défié la République et l'État dans les Alpes, il ne s'est rien passé.
Ils ont attaqué des étudiants dans des facs. À Montpellier, il y a une enquête en cours. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc il nous a semblé important de poser un acte. Et par cette résolution, qu'est-ce qu'on demande? D'abord, on apporte notre solidarité pleine et entière aux victimes. Et puis on en profite aussi pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là, qu'il n'y a pas que nous, il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui combattront contre ces idées-là et qui les aideront dans ce combat. Et puis aussi, on en profite pour réaffirmer, ce qui peut paraître évident mais qui ne l'est plus, c'est que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et le sexisme, à l'heure actuelle en France, ou alors ça a changé, il faut qu'on nous avertisse, c'est plus une opinion, c'est un délit. Et si c'est un délit, c'est interdit, ça doit être sanctionné. Et puis nous pointons évidemment la recrudescence de ces actes violents qui sont perpétrés par ces groupes identitaires en toute impunité pour l'instant. On alerte le gouvernement vraiment sur les risques de dérive de notre démocratie et de nos valeurs républicaines. Et donc nous demandons la dissolution de ces groupuscules dangereux et la création d'une commission d'enquête. Je vous remercie. Si quelques-uns d'entre vous veulent ajouter quelque chose. Tu veux dire un mot? Non, d'abord... Vas-y. Bon, merci Muriel. J'ai en fait qu'à ajouter à ce que vient de dire Muriel Ressillier. Nous considérons qu'il y a des franchissements de seuil qui ont été accomplis dans le niveau d'audace violente de ces groupes d'extrême droite qui justifient la démarche dont Muriel Ressillier est la tête de file pour notre groupe. À nos yeux, un franchissement, ça a été l'entartrage du député Éric Coquerel. En fait, c'est une agression, hein, peu importe ce qu'on lui a jeté dessus, parce que ça aurait pu aussi bien être une pierre, un coup de couteau ou un coup de revolver. C'est ce qui m'amène à déplorer l'information dont je viens d'être saisi. Elle a à voir avec l'activité des groupes d'extrême droite du Midi de la France qui avaient projeté de m'assassiner, ainsi que M. Castaner. Dans un premier temps, il avait été dit que comme c'était des azous, ça n'était pas bien grave et qu'ils avaient renoncé au projet. Je ne me suis pas contenté de ce genre de déclaration parce que moi, je considère que plus les gens sont stupides, plus ils sont dangereux. Et le fait que cela était stupide n'était pas une excuse, ni même une circonstance atténuante, ni même une raison pour baisser le niveau de la garde. Et j'ai bien fait, je me suis porté partie civile et j'ai accédé au dossier, ce qui m'a permis de découvrir que le principal responsable de cette bande téléphonait depuis sa prison pour demander aux autres de continuer l'action qui avait été prévue pour qu'il ne soit pas en prison pour rien. J'ai découvert qu'il cherchait sur Internet le moyen de fabriquer un lance-flamme pour en venir à bout de moi, ainsi que des grenades, et que des messages avaient été envoyés à des partenaires pour leur demander de cacher des armes parce que la police était sur le coup. Donc tout autre chose que ce qu'on nous avait raconté. Ça tombait d'autant plus mal que après la campagne présidentielle, donc au mois de mai 2017, lorsque je me suis engagé dans la campagne des législatives, j'ai demandé à ce qu'on maintienne la sécurité autour de moi, exactement comme ça avait été le cas en 2012, après la campagne présidentielle, où je bénéficiais d'une garde d'officiers de police dans la campagne que je faisais à Hénin-Beaumont. Et le gouvernement, à l'époque, avait estimé que, compte tenu de ma présence et de celle de Mme Le Pen, il pouvait y avoir des tensions dans cette zone. Et en effet, il y avait des groupes identitaires qui étaient présents. J'ai été conduit, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune suite à ma demande. Et la garde dont je bénéficiais pendant la campagne m'a été retirée le 1er mai, dans l'après-midi. C'est la dernière manifestation à laquelle j'ai participé avec les officiers de police de sécurité. Je cite cette date du 1er mai parce que le chef du commando d'extrême droite qui voulait nous assassiner a été arrêté le 28 mai. Il l'a été, nous dit-on, sur la base d'un message qu'il aurait posté d'admiration pour l'assassin de l'Europe du Nord, de Suède ou de Norvège, je ne me rappelle plus. D'accord ? Bon, c'est le RAID qui a fait l'interpellation, donc on pouvait trouver que pour un message sur Facebook, ça faisait quand même beaucoup, et c'est un indice de bizarrerie. Ce type a été arrêté le 28, incarcéré le 3 juin, puis on n'en a plus entendu parler. La vérité est de dire que personne n'a entendu parler de rien, ni de cette arrestation, ni de quoi que ce soit. Et c'est au mois d'octobre, à nouveau, qu'on apprend par la presse que 9 autres personnes ont été arrêtées qui formaient avec ce personnage un commando
qui s'étaient répartis les tâches. Il y en avait 2 qui étaient préposés aux raquettes pour acheter des armes, un autre à voler une voiture, et un d'entre eux faisait le formateur au maniement des armes à feu. D'ailleurs, chez le principal intéressé, on a trouvé 2 revolvers dont on m'a dit que je devais être assuré, il avait le droit de les avoir, puisqu'il participait à un club de tir, et que c'était de la poudre noire. J'ai demandé si avec de la poudre noire, ça restait mortel. Évidemment, ça l'est. Par conséquent, peu me chaud que la poudre fût noire, verte ou rouge. Je vois seulement que ce type était en état de me tuer s'il l'avait décidé. Quant à M. Castaner, ils avaient prévu de manière plus directe de l'égorger, et c'est la raison pour laquelle ils avaient monté des gardes successifs devant la porte. Tout ça, nous l'avons appris en consultant le dossier. Donc je rappelle les dates. Je demande la protection policière. Le groupe d'extrême droite voit son chef arrêté le 28. Le 3 juin, il est en prison. On attend 3 mois pendant lesquels il y a 9 autres personnes qui sont en liberté, sans que personne ne m'ait prévenu du fait qu'elles le sont ou qu'elles sont suspectées. Il les arrête en octobre. Je me porte partie civile. Et à ce moment-là, j'accède au dossier, je regarde ce qu'il y a dedans. J'alerte mon ex-collègue Castaner pour lui dire que c'est plus sérieux que ce qu'on nous avait dit. Et la réponse à tout ça, pour que lui-même se porte partie civile, il m'a d'ailleurs dit qu'il comptait le faire, le procureur de la République a demandé à la procureure qui est en charge du dossier de rejeter ma demande de partie civile, c'est-à-dire de m'éliminer de l'accès au dossier et aux procédures d'investigation. La procureure chargée du dossier a refusé. Après avoir examiné je ne sais quel fait, parce que tout ce que je vous dis là, personne ne s'est chargé de me le dire. Et le procureur fait appel. Autrement dit, il y a une tentative d'assassinat. Il y a 9 personnes qui ont été arrêtées en 2 vagues sans qu'aucun d'entre nous soit prévenu. 9 personnes directement et intimement liées au groupe d'extrême droite de la ville de Marseille. Je me porte partie civile et le gouvernement non seulement ne m'aide pas à connaître la vérité, non seulement continue à me cacher ce qui s'est passé et les raisons pour lesquelles il s'est tué, mais en plus essaye de m'empêcher d'être partie civile. Vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. J'ajoute que mon avocat dans cette affaire, M. Joan Branco, avait demandé des procédures, comme c'est le cas quand on est partie civile, on a le droit de demander que des procédures d'investigation soient faites. Elles portaient sur 2 points. Premièrement, déclassifier les notes de la DGSI s'agissant de l'affaire. Parce que M. Collomb a déclaré à la radio que la DGSI s'en était occupée et qu'on m'avait surveillé de près. On avait fait remarquer qu'il était étrange que le président d'un groupe parlementaire d'opposition soit surveillé de près par la DGSI sans que personne ne s'avise d'aller le prévenir. Bon, ça n'a suscité aucune réaction. Mais en attendant, nous avons demandé à ce que soient déclassifiées les notes de la DGSI qui ont conduit à l'arrestation du responsable de ce commando. En effet, elle n'a pu agir à propos de ce message sur Facebook, de ce post sur Facebook, que parce qu'elle disposait d'autres informations qui sont contenues dans ces procédures. Nous voulons savoir lesquelles. Qu'est-ce qui s'est dit avant ? Quelle est la présomption de fait qui pèse sur cet homme ? Et deuxièmement, nous avons demandé à entendre M. Collomb dans le cadre de l'enquête pour savoir pour quelle raison il s'était comporté de cette manière, pourquoi il avait refusé ma garde et quel sens il donnait à la répression d'un groupe dont je rappelle, après tout ce que vient de dire Muriel Réciguier à cet instant, qui montre la cohérence, la cohésion, la détermination de ces groupes à faire des franchissements de seuil, que celui-là avait décidé d'assassiner un député et un ministre, et qu'on ne peut pas se sortir d'affaire en disant « mais ce sont des fous ». C'est précisément parce que ce sont des fous qui sont dangereux. Et je ne crois pas qu'ils soient si fous que ça, parce que leurs raisonnements sont extrêmement cohérents, leurs déclarations sont extrêmement cohérentes. Donc nous aimerions savoir à quoi joue M. Collomb. Pourquoi le gouvernement fait-il appel, pourquoi veut-il m'éliminer de la procédure et pourquoi fait-il appel après que la procureure ait déjà tranché ? Nous croyons que nous sommes devant une affaire extrêmement grave dans ce cas, mais qu'elle est à mettre en relation très étroite avec tous les faits que Muriel Réciguier vient de vous rappeler un par un avec leurs dates. Nous pensons qu'il y a une aggravation nette et claire des intentions criminelles des groupes d'extrême droite. Et qu'ils ont besoin, pour leur publicité, leur mise en scène, leur auto-émulation, d'actes de plus en plus violents qui les signalent à l'attention du public et qui leur permettent de procéder au recrutement de gens qui leur ressemblent, c'est-à-dire d'autres gens violents. J'espère que mon intervention, en complément de celle de Muriel Réciguier, vous aura convaincu qu'il y a un sujet. Il y a un sujet avec la violence de l'extrême droite. J'ajoute que
plusieurs responsables de la sécurité dans ce pays ont dit qu'ils craignaient les provocations que ces groupes pouvaient faire. Je vais compléter en disant que lorsque j'ai demandé à la procureure pourquoi, puisque l'autorité politique ne m'informait pas, pourquoi l'autorité judiciaire ne le faisait pas, on m'a répondu à ce moment-là, il aurait fallu prévenir toutes les mosquées de France, puisqu'elles prévoyaient de faire un attentat dans une mosquée. Bon, personnellement, je n'aurais pas été dérangé du fait qu'on prévienne toutes les mosquées de France qu'il y avait un groupe de 9 personnes en liberté qui se préparait à faire un attentat. Mais vous voyez où on en est. Donc personne ne prévient personne. La plupart du temps, nous n'apprenons les événements qu'en lisant le journal ou en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une situation qui est totalement inacceptable. Je rappelle que je ne suis pas seulement Jean-Luc Mélenchon, individu citoyen comme les autres, je suis président d'un groupe parlementaire d'opposition. J'ai été élu député des Bouches-du-Rhône et il n'est pas possible qu'on me projette de m'assassiner et que j'ai pour toute réponse que, ma foi, c'est pas grave. Voilà. À plus forte raison quand ça se suit des actions qu'a révélées Madame Muriel Réciguier. Il n'est pas normal qu'un président de groupe soit suivi par la DGSI, et s'il ne l'a pas été, alors pourquoi le ministre l'a-t-il dit? On est là comme si rien n'avait d'importance aux yeux du ministre, et en tout cas pas l'avis de ses opposants. Je viens juste te dire un mot sur... Non, je voudrais... Jean-Luc Mélenchon a rappelé l'agression dont j'ai été victime. Je dois dire que la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai porté plainte sur cette affaire, c'est également que, comme le disait Muriel pour Montpellier, c'est le même cas. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient prémédité quelque chose, qui l'avaient filmé, qui le revendiquaient à visage découvert, y compris l'auteur dans une manifestation du Front National, et qui se sentait suffisamment fort pour l'assumer partout. Et ça c'est dans un cadre où on est au moins, à ma connaissance, 5 députés, je crois, à avoir reçu des menaces de mort. Moi, j'en ai reçu 2-3 par courrier, en mail, sur les réseaux sociaux, je ne vous dis pas. Donc pourquoi on réagit? Parce que un peu la réponse qu'on nous fait à chaque fois, c'est c'est les réseaux sociaux. Alors une fois, c'est les menaces sur les réseaux sociaux, puis un jour, ça devient un acte. Bon, et par exemple, dans les échanges, parce que moi c'était Action française, dans les échanges internes à cette organisation qui a quand même prémédité, prévu quelque chose, il y a quelqu'un qui dit pourquoi pas le prochain coup, un coup de surin. Ça peut paraître drôle, sauf qu'on voit bien qu'avec ce que vient de dire Jean-Luc, au bout d'un moment, ça ne l'est pas. Bien, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, juste, je voudrais signaler. Je trouve que le comportement de Gérard Collomb commence à poser un sérieux problème pour la démocratie. Parce qu'il n'est pas possible qu'au moment où on l'interpelle à plusieurs reprises, puisqu'il était à ce moment-là en séance, sur génération identitaire occupant la frontière, la seule réponse de l'État soit un communiqué du préfet signalant que tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de problème, tout se passait bien dans l'occupation de la frontière par ces gens-là. Par contre, il y a eu une manifestation de gens qui ont réagi avec des migrants 2 jours après, manifestation qui s'est terminée par l'arrestation de 3 personnes. Ces 3 personnes ont été en garde à vue et aujourd'hui sont attaquées par l'État, etc. Donc d'un côté, Génération Identitaire est rentrée tranquillement chez eux, alors qu'ils sont affrétés un hélicoptère, ils ont affrété des véhicules, tout le monde les connaît. Et de l'autre côté, on voit que des gens qui se sont contentés de protester contre ça se retrouvent pourchassés par l'État. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Et moi, je remarque qu'à chaque fois que l'extrême droite agit, il n'y a rien du côté de Collomb. Et à chaque fois, il fait, de manière volontaire, un parallèle pour laisser penser finalement que tout ça se renvoie. Non, tout ça ne se renvoie pas. Il y a des gens qui commettent des actes violents, délictueux. Occuper une frontière, c'est pas anodin. Et puis de l'autre côté, des gens qui protestent, qui essayent d'aider par la solidarité des migrants, c'est pas la même chose. Et vous remarquerez aussi la différence de traitement entre Génération Identitaire sur les frontières et les lycéens qui occupaient un lycée Arago. Je trouve que c'est assez éclairant sur la manière dont l'État ne regarde pas du côté de l'extrême droite. Quelqu'un veut dire un autre mot? Allez-y, allez-y. Savoir qui étaient vraiment ces gens-là qui voulaient fabriquer des grenades et des lance-flammes contre qui c'était? Leur identité. S'il parle de dossier. Bon, comme c'est une affaire en cours, je ne sais pas très bien ce que j'ai le droit de dire ou de ne pas dire, comme partie civile. Bon, le premier a un nom, il a été publié un peu partout, mais je ne sais pas si moi j'ai le droit de faire ça. Donc voilà. C'est un groupe de personnes qui a apparemment été corrélé avec d'autres. Il n'y a pas que les gens qui sont dans le groupe qui ont été, eux, interpellés parce qu'ils participaient directement
Par exemple, la cellule raquette, ils étaient 2 pour faire du raquette. Il y avait la cellule armement. Enfin bref, c'était vraiment une organisation. Et pas juste, comme d'habitude, des gens qui s'enivrent à la bière et qui vocifèrent dans les locaux de génération identitaire. Donc c'était une structure assez organisée qui avait un local à Marseille auquel il participait avec Action française. Je peux difficilement vous dire davantage que ça, parce que c'est tout ce que je sais. Le moment venu, avec Jean Branco, on fera peut-être un exposé, mais après inventaire de tout ce qu'il est possible de dire dans le cadre d'une instruction judiciaire, parce que je ne voudrais pas que mes propos publics rendent plus compliqué mon accès au dossier dans le moment. D'autres choses ? Oui, M. Mélenchon, pour finir, compte tenu de votre présence pour de l'enquête qui a été ouverte hier, comment vous réagissez ? Quelle surprise. Il a fait un Hier, j'ai fait un communiqué, écoutez, même pour nourrir le feuilleton, je ne peux pas faire mieux, dans lequel je termine en disant, je n'en dirai pas plus, je ne ferai pas de commentaires, parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais rien. Bon, il y a une commission dont c'est le boulot de poser des questions, et qui apparemment en a posé, enfin pas apparemment, on a posé plus de 2000, et ne se trouve pas satisfaite de ses propres questions, parce qu'il va demander aux policiers d'aller voir, enfin bref, je ne sais pas pourquoi, sur quoi ça porte, quel est l'objet, personne ne m'a prévenu de rien. Et comme je sais que la démarche aurait été faite d'après l'Express le 18 mars, bon, vous avez vu comme moi, là c'est quoi? C'est le 29, le 30 mai. Hein, bon, j'apprends le 29 mai en lisant une information sur les réseaux sociaux que tout ça existe. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Personne ne m'a prévenu, personne ne m'a parlé de rien, personne ne m'a rien demandé depuis le 18 mars. Bon, alors, il est question de vérification. Ben, très bien, mais c'était le boulot de la commission de vérifier, non? Alors, maintenant, on va vérifier quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Bon, j'ai l'impression quand même que ça arrive à point nommé pour bon, essayer d'entacher mon honorabilité. Je ne peux faire qu'une chose, répéter que j'ai conduit honnêtement et avec scrupule mon compte de campagne et mes dépenses. Je suis un peu surpris que la première diversion n'ait pas suffi, hein. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de mon compte de campagne, curieusement, pendant une assez longue période, et on ne savait rien sur les autres. En effet, les autres n'étaient pas accessibles. Depuis, ils le sont devenus, et plusieurs de mes amis sont allés voir sur place. Bon, donc je préviens, je ne tendrai pas la joue gauche. Ça, je l'ai écrit aussi dans le communiqué. Alors, je peux garantir que je n'ai pas réuni de dirigeants de grandes entreprises pour collecter leur argent. Je n'ai pas surpayé de collaborateurs dans la campagne. Maintenant, il est devenu clair que mon porte-parole était payé presque le tiers de ce qu'étaient payés les autres. Je peux garantir que je n'ai pas affrété de jet privé pour me déplacer à l'étranger. Je n'ai pas bénéficié d'aide d'une collectivité locale. Bon, toutes choses qui aujourd'hui sont en discussion pour ce qui concerne le candidat Macron. Alors, je trouve que, voilà, je ne peux rien vous dire d'autre parce que, encore une fois, je ne sais rien. Moi, je sais juste qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on devait. On a répondu à 2000 questions. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Voilà. Donc, j'ai le sentiment de, comme ça, quoi, plutôt que quelque chose qui ressemble à un coup monté qu'à une réalité, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà. Bon. Ouais, merci de revenir à la résolution. Je vous écoute. Oui, oui, le GUD. De violence aussi, oui. Oui. Ça fait partie des groupuscules, oui, identitaires qui ont des manières d'agir qui sont toujours tournées vers la violence. Mais dans les cas que j'ai cités là, pour l'instant, ils n'ont pas été identifiés, ils n'en font pas partie, il faut être honnête aussi. Mais c'est pour ça aussi qu'on demande cette enquête, c'est pour pointer du doigt et pour dire attention, c'est peut-être le moment, au lieu d'enquêter et de mettre en garde à vue des syndicalistes et des étudiants, d'aller regarder ce qui est vraiment dangereux et de s'intéresser à ces gens. Il y a un arsenal judiciaire qui existe, hein, c'est possible de les interdire, faisons-le. Ou alors, disons aux gens, à partir de maintenant, la violence, le racisme, l'homophobie, le sexisme, c'est open bar. Et ce jour-là, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a aussi une comparaison, parce que depuis le matin, notre président de groupe avait demandé au ministre de l'Intérieur une protection dans la manifestation, et ça a été une chose absolument pas faite. Ça a été une chose faite sur le tas, une fois que c'était trop tard, quoi. Donc, un tout petit groupuscule a pu faire en sorte de... Oh, c'est pas très grave. Non, c'est pour le...
Non, je disais que là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été pris au sérieux par le ministre de l'Intérieur, de la même manière. Puisqu'on avait, on avait demandé une protection dès le matin, c'est-à-dire qu'on en tienne compte, et il n'y a pas eu de protection. Elle est arrivée que très tardivement, une fois que c'était trop tard, ce qui fait qu'un groupuscule d'extrême droite a pu forcer des élus de la République à partir d'une manifestation sans que ça gêne trop le ministère de l'Intérieur, manifestement. Pour répondre clairement à votre question, nous, on lutte pour préserver les valeurs de la liberté d'expression, de l'exercice démocratique, et donc tous ceux qui vont à l'encontre de ça et qui prônent la haine, d'où qu'ils viennent, la haine et qui commettent des actes violents, qui utilisent la violence comme moyen d'action, sont dangereux et sont à pointer du doigt, et il faut leur faire comprendre à un moment donné que dans notre société, dans notre République, c'est un délit et qu'on ne l'accepte pas et qu'on ne l'acceptera pas. C'est-à-dire que quand on ne vous tient pas au courant de quelque chose, moi-même, j'ai été menacée, je fais partie de ceux qui ont été menacés de mort et de viol, et quand vous ne savez pas, moi j'avais la permanence de mon local politique qui avait été attaquée par le GUD il y a quelques années, l'enquête n'a jamais rien donné. Quand j'ai inauguré ma permanence, heureusement les voisins les ont mis en fuite, pareil, elle a été dégradée dans la nuit par des gens en cagoule, et ça a été repris. Alors ça a été repris avant même que je porte plainte. Pendant qu'on faisait réparer le matin, avant d'avoir porté plainte, il y a eu des photos du gars en train de réparer qui s'est retrouvé sur la presse identitaire locale. Voilà. J'ai porté plainte, j'ai absolument aucune nouvelle. Donc si vous voulez, quand vous savez que vous êtes menacé, là Jean-Luc sait qu'il y a des gens qui étaient armés, qui avaient des grenades, qui étaient coordonnés, qui voulaient manifestement passer à l'action. Il l'apprend par la bande, et forcément vous vous dites, mais... C'est une intention de l'État ? J'espère que non. J'espère que non, parce que si c'est ça, on résistera fortement. Pour l'instant, on part du principe que non. C'est peut-être un manque de prise de conscience de la réalité de la situation, du fait que ce ne sont pas des phénomènes isolés. Ça ne touche pas que l'opposition, puisqu'il y a eu M. Castaner, il y a eu aussi d'autres élus, dont des députés En Marche qui n'avaient pas voté la loi Asile-Immigration, qui ont été menacés aussi. Donc ça concerne vraiment les valeurs républicaines et c'est transpartisan. Ça concerne tous les gens qui luttent contre ces idées-là et qui veulent une société où la liberté d'expression et les moyens démocratiques, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est la liberté de manifester, d'occuper la place publique, de voter, voilà. Et qui veulent abattre ça et mettre en place un ordre autoritaire et violent. Toujours sur la résolution, est-ce que vous avez reçu le soutien d'autres groupes parlementaires ou bien c'est une initiative que vous faites ? Non, c'est une initiative du groupe FI, parce qu'on l'a fait un petit peu... On voulait poser un acte rapidement, mais je n'ai pas besoin de poser la question aux camarades du groupe GDR pour savoir que ça fait aussi partie de leur combat. Je pense aussi que le groupe socialiste aussi a toujours combattu ces idées-là, et même des gens au-delà de ce qu'on appelle traditionnellement la gauche. Ça rassemble tous les républicains. Et il y aura d'autres actes après, parce que, hélas, on entre dans une temporalité politique où ces exactions vont se multiplier. Donc on va devoir s'organiser en face de manière républicaine pour montrer notre unité et leur répondre qu'on ne se laissera pas faire. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez en lien avec M. Collomb, justement, pour essayer de... Avec son cabinet, oui. Avec son cabinet, exactement. Quelle est la méthode de ces liens ? Est-ce que vous avez un contact direct avec le ministre ? Oui, alors vous savez comment ça se passe dans l'hémicycle, c'est par petits mots. Par petits mots. Moi, j'ai eu en ma possession des enregistrements audio et les vidéos de ce qui s'est passé à la fac de droit, parce que je suis en lien et avec les étudiants et avec le préfet et avec l'avocate de la LDH, Sophie Mazas. Et pour vous donner un exemple, quand vous disiez, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, il y a quand même des témoins qui ont voulu aller témoigner à la police et qui n'ont toujours pas été entendus à cette heure. La Ligue des droits de l'homme a fait passer officiellement à la juge d'instruction des vidéos complémentaires qu'elle n'avait pas, où on reconnaît certaines personnes, membres de la fac, notamment l'homme qui portait le taser. Elles n'ont pas à ce jour été exploitées. On peut se demander pourquoi.
Non, non, je plaisante en disant ça. Et bien évidemment, je vais demander un rendez-vous. Hein, je l'ai déjà demandé, je vais le redemander. Je veux le voir et je veux qu'on échange un petit peu sur le dossier de la fac de droit et sur, plus généralement, le dossier de la Ligue du Midi, parce que ce sont des gens pas très nombreux, mais organisés et très dangereux. Et que j'ai peut-être des éléments qu'il n'a pas à lui communiquer. Voilà. Je vous remercie, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, sauf si vous avez une autre question. Simplement sur la question de la polémique sur les aides sociales, est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Oui. Les aides sociales, bien. Venant de Gérard Darmanin, c'est normal. Hein. C'est quelqu'un qui assume la politique du gouvernement et ils veulent nous faire basculer de société. Ils veulent nous faire passer de la société universaliste avec des valeurs de fraternité, de partage, d'égalité et d'aménagement du territoire à une société du marche ou crève. Voilà, tout simplement. C'est un garçon qui doit gagner beaucoup d'argent aussi depuis trop longtemps, peut-être, parce que les aides sociales, pour certaines personnes, quand les gens travaillent au SMIC, et il y en a énormément qui travaillent au SMIC et pas tous à plein temps, c'est du temps partiel choisi. Quand vous avez moins de 1 200 € net par mois, vous ne vivez pas dans l'opulence. Il faudrait que ces gens, un jour, il faudrait que M. Darmanin essaye pendant 2 mois de vivre dans un F2 à 600-700 €, et je ne parle pas des prix sur Paris, je parle de Montpellier, et qui se rendent compte un petit peu de ce que ça fait. Derrière ça, il y a 2 autres choses. Il y a la volonté de tester l'idée du revenu universel, parce que derrière aussi, il y a l'idée de regrouper ces aides sociales en une seule, alors toujours pour faciliter la vie des gens, hein. Mais derrière, c'est ça, c'est l'idée du revenu universel, à laquelle nous nous opposons. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce sont des revenus très 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 bas et qui maintiennent les gens en position d'extrême précarité. Et nous, on est pourquoi ? D'abord, on croit toujours à la valeur travail, à l'utilité sociale que ça a. Par contre, on est pour le partage du travail, clairement, et le partage des richesses. Voilà. Donc il faut que M. Darmanin et ces gens-là fassent attention. Parce qu'à force d'humilier, d'insulter les gens et de les mépriser, et de transférer, parce que c'est politique derrière. Les gens croient que c'est uniquement une provocation, c'est pas vrai. Derrière, il y a quoi ? On dit aux gens, c'est la responsabilité est transférée de la société à l'individu. C'est le chômeur qui ne trouve pas de travail qui est responsable. C'est la personne qui a besoin de l'APL et d'autres aides de la CAF pour vivre qui est responsable. C'est un loser, c'est un feignant, ou il s'est mal débrouillé. Comme si la société, comme si la politique, le gouvernement, les gens pour qui on votait, toute l'organisation républicaine qu'on a mis en marche, n'avait pas de poids, n'avait pas d'impact et ne pouvait rien faire. Et on habitue les gens, c'est Thatcher, hein. On passe à un régime marche ou crève à la Thatcher, où ce ne sera pas chacun selon ses besoins, ce sera si tu peux te débrouiller, débrouille-toi. Et puis sinon, tu vas crever. Voilà. Donc, il ne faut pas sous-estimer sa déclaration. Merci.